Souvent, on a des gens qui disent j'adorais, je sais pas, faire de la musique, ou faire du sport, je sais pas quoi. Tout le monde m'a dit de toute façon, tu peux pas en vivre, c'est quoi ce truc? Donc bon, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce. Et je déteste ça. Bonjour à toutes et tous. On arrive déjà au milieu de cette petite série de podcasts liés au vécu des personnages du roman Histoire de nous écrire que j'ai publié le 21 mars dernier. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, on va discuter de créativité. C'est le directeur de l'éveil, Oran Mackenzie, qui va nous présenter ce que propose l'association pour les personnes en processus de réinsertion professionnelle. Mais comme vous l'entendrez, c'est finalement bien plus large que ça. Le 20 novembre dernier, j'ai donc rencontré Oran Mackenzie dans les locaux de l'asso, situés à Beaulieu. Plus précisément, nous avons discuté dans ce qui s'appelle la bulle, un lieu d'accueil dans lequel se déroulent généralement les permanences, mais où on peut trouver aussi toutes sortes d'informations, comme par exemple le planning des activités proposées. Je savais que l'éveil proposait beaucoup de choses différentes, mais je ne m'attendais pas à découvrir un tableau aussi fourni. Pour une semaine, 30 ateliers étaient organisés, allant de la gym douce à la philo, en passant par des moments créatifs. Mais pour pas trop spoiler, je vais pas en dire plus maintenant et je vais vous laisser découvrir la démarche passionnante de l'éveil avec Oran Mackenzie. En attendant, si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez ce par quoi nous allons commencer. Je vous propose d'introduire l'interview avec un petit extrait du roman lié à la thématique d'aujourd'hui, élu par la conteuse vaudoise Anne-Sophie Fournier-Gaillard. Je n'aurais souhaité être à un quelconque autre endroit à ce moment-là. Commencer ma journée d'anniversaire nue, blottie entre ses bras, absorbée par les coussins et emmitouflée sous le duvet me ravit. Je garde les yeux fermés pour en profiter. À travers la fenêtre, les gouttes qui s'écrasent sur la terrasse se font entendre. Nous optons pour une journée réconfortante, une journée créative. Chacun à son établi, nous nous attelons à nos réalisations respectives. Broderie pour sa part, sculpture pour la mienne. Découverte à l'occasion de notre balade abandonnée à la lisière de la forêt, la bûchette sur laquelle je travaille est restée humide et terreuse. Je la caresse, brunissant mes doigts, m'isole dans une bulle et écoute mes sens. La seule sphère de ma vie dans laquelle je parviens à leur tendre l'oreille, c'est celle-ci, la créative. Comme je vous le disais, l'intervenant du jour, c'est le directeur de l'association. Oran, en quelques mots, depuis quand travaillez-vous pour l'éveil ? J'ai commencé à bosser à l'éveil en 2011, mais l'éveil c'était fondé par ma mère en fait. Donc je connais depuis le début. J'ai repris la direction de l'éveil en 2015. Jusqu'ici, j'ai parlé d'association, et ça pourrait peut-être faire croire à une petite structure, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. En quelques chiffres, ça ressemble à quoi l'éveil ? Donc aujourd'hui on est 52 employés, et puis il y a à peu près, comme j'avais dit, 250-260 participants dans le programme. Ça veut dire qu'il y a à peu près 600 personnes chaque année qui passent au sein de nos programmes. On fait des programmes qui durent entre 3 et 6 mois, mais il y a pas mal de gens qui renouvellent. J'imagine que ça n'a pas toujours été aussi conséquent comme association. Ça a commencé comment ? Donc l'éveil a été fondé en 95, et puis je dirais pendant 20 ans, c'était 4-5, ou peut-être au bout de 20 ans, 10 employés maximum, et puis 30, 40, 50 bénéficiaires. Donc là j'ai parlé de l'évolution en termes de taille et tout ça, mais ça a aussi pas mal changé en termes de mission. Donc l'éveil a été fondé par ma mère, comme j'ai dit, mais à un moment donné, elle est rentrée en contact avec un chef de service de la ville de Lausanne, qui travaillait autour de la problématique de l'addiction. Puis les années 90, c'est la période de la scène ouverte, enfin comme il y a aussi aujourd'hui à la Riposte. Du coup, les villes, elles devaient commencer à essayer de répondre à cette crise. Normalement, la plupart des réponses à ces crises, c'est par exemple en distribuant des seringues ou en parlant de comment s'injecter de manière sécure. Il y a la ville qui commençait à payer des programmes à des personnes qui souffraient de dépendance, mais en leur parlant de leur dépendance. Et puis l'idée de cette personne, de ce chef de service, c'était mais est-ce qu'on pourrait pas aussi leur offrir totalement autre chose en fait? Donc cette autre chose, comme vous dites, ça s'est fait avec l'éveil, c'est ça ? Et plus précisément, c'était quoi l'intention ? À l'origine de l'éveil, c'est l'idée de créativité. Et puis que c'est dans l'acte d'expression qu'on crée le réel, en fait. Contrairement à des fois, on pense que la créativité, c'est plutôt on a quelque chose à dire et puis après on l'exprime. C'était l'idée que non, c'est en fait en exprimant qu'on peut découvrir la chose. Il y avait 3 un peu domaines qui interagissaient. Un, c'était la créativité, l'art. Le soin, l'art-thérapie, c'est du soin. On utilise l'art, mais comme modalité de soin. Et le troisième aspect qui était aussi très important, c'était le côté pleine conscience, ou le côté qui utilisait le corps. Et comment est-ce qu'elle a été reçue, cette idée ?
Aujourd'hui, c'est très admis, la pleine conscience, l'utilité de la créativité, de ça, mais à l'époque, c'était pas si évident que ce soit utile et que ce soit normal qu'il y ait l'État qui paye. Moi, quand je suis arrivé en 2011, une des premières réunions que j'ai fait à la ville, il y avait un chef de service, c'était passé une organisation après l'autre, et il disait, ah, vous faites quoi? Vous distribuez les seringues? Ah ouais, super. Et vous faites quoi, le veille? Ah, vous faites de la peinture? Ah ouais. Au moins, vous leur faites pas de mal. Il trouvait ça totalement débile, lui. Il était là, bah, comment ça sert, quoi? De la peinture et de la méditation. Et ça, c'était l'époque. Maintenant, c'est plus le cas, parce que les gens comprennent un peu. Alors qu'est-ce qui fait que la réception de votre démarche a changé avec le temps? En fait, la raison pour laquelle ça a grandi, c'est pas que tout d'un coup les gens se sont dit, ah, mais c'est génial, l'art thérapie de ça, c'est qu'en fait, il y a des assistants sociaux qui ont commencé à placer des gens, en disant, c'est quoi ce truc, c'est un peu bizarre et tout, mais bon, je vais essayer. Donc ils ont placé quelqu'un, ils reviennent 3 mois après, ou 6 mois après, ils font un bilan et tout, puis il y a eu tellement de fois où ils reconnaissaient quasiment plus la personne, ils étaient là, mais c'est incroyable, t'as tellement changé de ça que c'est eux, en fait, après, c'est les assistants sociaux, donc les gens de terrain, qui ont commencé à demander à l'état de Vaud, qui ont dit, mais il nous faut plus de place, il faut qu'on puisse mettre plus de gens à l'éveil. Le succès de l'éveil, je dirais qu'il vient vraiment c'est une sorte de bouche à oreille, quoi. Il vient du fait qu'on a démontré par les faits que ça fonctionne. Je dis pas que c'est miraculeux, hein. Des fois ça prend 1 année, 2 ans, enfin des fois c'est très lent aussi ces processus, mais qui après un processus, tout d'un coup, sont métamorphosés, on vit, y croit. Et puis c'est comme ça que petit à petit l'éveil est devenu une mesure des MIS, ils appellent les mesures d'insertion socio-professionnelle pour les bénéficiaires du RI. Et puis avec les années, on a aussi commencé à travailler beaucoup avec l'assurance invalidité, l'AI. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les personnes qui peuvent bénéficier de vos ateliers actuellement? On a encore des gens qui ont des problèmes d'addiction, mais on a des gens qui n'ont jamais trouvé leur voie dans la vie, qui n'ont jamais eu de boulot, il y a des problématiques d'abus, enfin il y a vraiment toute une panoplie de raisons pour lesquelles les gens se retrouvent en marge et puis n'arrivent pas à se réinsérer, enfin n'arrivent pas à trouver leur voie dans le monde. Les gens avec qui on travaille qui viennent par l'AI, c'est souvent des gens qui ont eu des burn-out, des dépressions, des difficultés en fait liées à leur emploi. Il y a énormément de préjugés sur les personnes qui bénéficient d'aide sociale. Vous en dites quoi, vous qui les côtoyez quotidiennement? C'est pas du tout facile de vivre au social. Il y a aussi des éléments dans ce système qui peuvent être maltraitants pour les gens. Même par rapport à leur famille, la honte. Beaucoup de gens, quand ils connaissent pas la situation, qui voient ça depuis l'extérieur, ils pensent que les gens profitent, entre guillemets, ou qu'ils sont flemmards. Nous, c'est pas ce qu'on voit à l'intérieur. Plein de gens, ils arrivent ici, puis on leur dit, mais alors, c'est quoi ton rêve? Puis la plupart des gens disent, mais j'ai aucune idée, je sais pas. Puis, mais qu'est-ce que t'aimes faire? Ouais, je sais pas. Et donc le premier travail, c'est ça, d'aider les gens déjà à se reconnecter à eux-mêmes, et puis d'essayer d'apprendre à se connaître eux-mêmes, en fait. On a pas mal de gens qui, soit par les écoles, soit par la famille, et ça, ont été mal orientés, en fait. Souvent, on a des gens qui disent, ah ben moi, quand j'étais jeune, j'adorais, je sais pas, moi, faire de la musique, faire du sport, je sais pas quoi. Tout le monde m'a dit, oh, de toute façon, tu peux pas en vivre, c'est quoi ce truc? Donc bon, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce, et je déteste ça. Beaucoup des personnes qui vivent ces situations souffrent, et puis rêvent que d'une chose, c'est de trouver un chemin dans la vie où ils peuvent être utiles, où ils peuvent être fiers d'eux, contribuer à la société. Moi, en 10 ans, ou un peu plus de 10 ans, j'ai rencontré personne qui a juste envie d'être en social. Il y a des gens qui le disent, mais souvent ils le disent par réaction, parce qu'ils ont été tellement blessés que c'est une manière de se défendre. Mais en réalité, quand on parle avec eux, puis qu'on commence à découdre un peu ça, et puis à déconstruire, les gens sont tous pareils. Tout le monde a des rêves, tout le monde s'imagine capable de faire des choses, et puis tout le monde a aussi, puis ça c'est nous, on le voit, tout le monde a des talents, tout le monde a des qualités, tout le monde a des trucs qui sont totalement uniques. Et concrètement alors, vous proposez quoi? Et ça fonctionne comment pour participer et choisir les ateliers? On a toute une série de disciplines artistiques, des ateliers plutôt thérapeutiques, l'hypnose, du développement personnel, des choses comme ça. Et puis après des ateliers autour du corps, et là ça va de la danse, encore yoga, méditation, qigong. L'idée c'est ça, c'est que chacun, donc il vient, il a accès à 70 ateliers, il peut choisir, faire son programme, voir ce qui marche pas. Quelqu'un par exemple de très désinséré, il va peut-être commencer à venir 1 fois par semaine. Mais si ça marche et qu'il se sent bien, on va essayer d'augmenter, passer à 2, 3, 4 fois. Puis aussi changer peut-être le contenu, peut-être il y a des gens, ils veulent venir mais ils veulent juste peindre, ils veulent entendre parler d'autres choses, et puis petit à petit, peut-être qu'ils vont commencer un atelier d'art-thérapie. Et financièrement, les personnes, est-ce qu'elles doivent participer? On a un programme qui est le programme historique de la ville de Lausanne, qui est lui destiné spécifiquement aux Lausannois qui souffrent de toxicomanie. La mesure est payée par la ville, mais effectivement, on demande une petite contribution de 5 francs par atelier. Ça, c'était une exigence de la ville, de montrer que cette activité a de la valeur, et puis de créer une sorte d'engagement. Mais c'est pas exclusif, c'est-à-dire si quelqu'un n'arrive pas à les payer, il peut participer quand même. Après, les bénéficiaires du RI et de l'AI, pas du tout. Une fois que les personnes ont participé à un certain nombre d'ateliers, de programmes, et depuis un certain temps, il se passe quoi? Ces dernières années, on a développé d'autres programmes plus avancés, un peu pour une fois que les gens vont mieux. Parce que la question se posait, c'est bien d'aider les gens à aller mieux, à reprendre confiance, à se resocialiser, à reprendre espoir, en gros. Mais une fois qu'on va mieux, qu'est-ce qui se passe? La question c'est quel monde du travail, quels sont les métiers possibles, et ça. Donc ces dernières années, on a développé des programmes autour un peu de l'écologie, de l'économie circulaire, des métiers de demain.
Une fois qu'on va mieux, on doit pouvoir trouver quand même sa place, même dans l'économie, même si on est critique avec l'économie, même si on pense qu'elle est inégale, enfin toutes ces questions-là, mais on doit quand même avoir cette ambition quand même de retrouver son autonomie en fait. Est-ce que vous avez des résultats par rapport à tout ce que vous faites? Les programmes plus pro, ils sont plus nouveaux chez nous, et puis on n'a pas encore des taux de placement super élevés. Donc nous, on est évalué à la fin de la mesure. Le dernier jour de la mesure, la personne, elle a trouvé un job, elle a pas trouvé un job, elle a trouvé un stage, une formation. Par contre, notre programme de base, on a des résultats extrêmement positifs. Et nous, ce qu'on voit vraiment, c'est des métamorphoses. Par contre, il n'y a pas de statistiques, on sait pas, en fait. 6 mois après, une année après, 2 ans après, où sont les gens? Après, ça dépend ce qu'on mesure comme un succès, c'est une question complexe. Il y a le côté purement financier, quelqu'un qui sort du RI, qui paye des impôts, et il coûte moins cher à la société que quelqu'un qui est au RI, le RI ça coûte cher. Mais il y a aussi le côté humain, c'est-à-dire que même quelqu'un qui sort pas du RI, mais qui va mieux, c'est pas la même chose que quelqu'un qui reste au RI qui va pas bien. Et vous alors, c'est quoi votre vision? Pour nous, en tant qu'institution, bien sûr que si on réinsère quelqu'un dans n'importe quel job, par rapport à notre mission, guillemets, notre client qui est l'État, on a réussi notre mission. Mais nous, si la personne, 3 mois après, elle refait un burn-out et puis qu'elle retourne dans le système, en fait, ça sert à rien. Nous, ce qui compte, c'est la transformation de la personne. On pense que c'est plus important qu'elle se soit transformée, qu'elle ait repris des forces, qu'elle ait découvert quelle est ses passions, qu'elle ait commencé à cheminer dans la bonne direction. La réussite, on la mesure plus à l'aune de comment va la personne. Et votre vision de manière plus générale? Comme je disais, maintenant, c'est plus admis, la pleine conscience, la créativité. Mais c'est encore plus utile que ça. Il faudrait, tu vois, dans un monde idéal, nous, notre utopie à l'éveil, c'est un monde où tout le monde est un peu artiste, quoi. Et on pense même que c'est un monde nécessaire, pas seulement utopique pour justement des artistes qui sont chez eux à faire des peintures, mais même dans les entreprises. Mais aujourd'hui, avec la crise écologique, la digitalisation, la robotisation, tous ces trucs-là, on pense que tout le monde a besoin, en fait, d'humains qui soient créatifs, c'est-à-dire d'humains qui sont capables de proposer des choses originales, d'inventer des choses, qui viennent avec toute leur humanité dans le lieu de travail. Ouais, la créativité, ça va beaucoup plus loin que justement juste se faire un peu de peinture pour se faire du bien, quoi. C'est vraiment une manière de vivre, en fait. Donc ce que vous pensez et ce que vous proposez, ça pourrait être un moyen d'éviter un certain nombre de difficultés psychiques, c'est ça? Mais il y a une énorme épidémie de maladies mentales chez les jeunes. Des chiffres, les institutions de l'assurance invalidité, ils les voient venir des vagues, ils savent plus comment réagir, ils savent pas comment les aider. En réalité, il faudrait intervenir bien avant. Il faudrait intervenir dès qu'on commence à pas aller bien, quoi. Il faudrait pas attendre qu'il y ait un crack pour commencer à se dire comment on soigne. Je pense que les méthodes qu'on teste ici ou qu'on utilise avec des gens justement très blessés de ça, en réalité, elles devraient être très répandues, elles devraient être pratiquées à l'école, dans les entreprises. Pour revenir un peu plus concrètement à l'éveil, pour qu'on se rende un peu mieux compte de ce que c'est, qui sont les personnes qui encadrent les ateliers? Artistes, peintres, des gens qui viennent des lettres, anthropologues, on a des gens qui viennent de la sociologie. Maintenant qu'on a grandi, on a pu aussi changer un peu les profils des gens. C'est des gens qui eux-mêmes cherchent à suivre leur passion. Puis récemment, dans ces mesures plus pro, on a engagé donc des gens autour de la permaculture, des gens qui venaient de boulots plus pratiques, un charpentier. Et puis on a pas mal de gens qui viennent du monde aussi du design, qui ont bossé dans des grosses agences de com, fait des trucs comme ça, puis qu'au bout d'un moment, ils trouvent que ça n'a pas de sens, en fait, juste de communiquer pour n'importe quel client, etc. Puis aimeraient trouver un moyen de continuer à utiliser cet outil de la communication et du graphisme, tout ça, mais de le mettre au service de quelque chose qui a du sens. Puis on a aussi une série de profils maintenant de gens qui viennent vraiment de l'entreprise, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc on a beaucoup de gens à l'éveil qui viennent avec des profils très variés, mais ils ont tous cette même chose qui les unit, c'est ils ont besoin que leur activité, leur métier, ça serve à quelque chose d'autre que juste de faire de l'argent. Du coup, les participants qui viennent à l'éveil, puis les employés qui viennent à l'éveil, ils suivent un peu le même parcours. J'imagine qu'il y a des personnes qui participent à vos ateliers qui arrivent avec des vécus difficiles. Comment est-ce que vous arrivez, vous, à rester motivé et confiant? Faut savoir garder une distance. Autant on a des méthodes qu'on pense utiles et tout ça, autant on peut pas sauver les gens. C'est les gens qui doivent se sauver eux. Et c'est frustrant parce que nous, on voit leur talent, on voit leur potentiel, on voit tout ça, mais voilà. La seule possibilité, c'est qu'ils aient envie de le faire. Ils s'engagent dans un chemin qui est durable pour eux, quoi. Quand on travaille avec la souffrance humaine, on voit des gens qui ont vécu des trucs assez effrayants. Moi, j'ai fait de l'entendre des ateliers d'écriture, tout d'un coup, t'as quelqu'un qui lit un texte, puis le texte commence en disant ouais, moi j'ai jamais dit ça à personne, mais puis t'as le truc qui sort. Puis t'es là, tout le monde est un peu... Des fois, il y a des gens qui parlent de suicide, il y a des gens qui parlent de choses comme ça. On a eu même des cas de gens qui sont pas revenus. Et nous, on voit aussi que le monde, il change. Et pas dans le bon sens, dans le sens où c'est pas que on pense que ce qu'on fait, il y en aura bientôt plus besoin parce que le monde va tellement bien, tu vois. Au contraire, qu'il y a de plus en plus besoin d'actions comme les nôtres. C'est dur, mais en même temps, on se dit, il y a un besoin, quoi. Est-ce qu'il y aurait d'autres difficultés que vous rencontrez, peut-être sur le plan institutionnel?
Ça, c'est le côté métier, puis après le côté business, organisation, on a des difficultés financières, c'est-à-dire que s'il faut sortir 50 et quelques salaires par mois, c'est des gros montants en fait. Un bout des mesures qu'on vend, on vend à l'année, on sait à peu près combien on fait de ça, mais une autre partie elle est variable. Puis là, ça veut dire qu'il y a toujours du risque. C'est-à-dire qu'on construit des trucs, on engage des gens, on dit ah super, on va faire ce truc, puis d'un coup il n'y a pas assez d'argent. Devoir des fois licencier quelqu'un qui est super bon, qui est bien, qui adore ce boulot, qui est tombé amoureux de l'éveil. L'autre aspect aussi que moi je vois, alors comme directeur, j'ai beaucoup de personnes qui postulent aussi. Vraiment des gens hyper intéressants, profonds, qui ont des réflexions subtiles et tout, et ils trouvent pas de job, quoi. Parce que c'est pas ça, c'est pas des ingénieurs, et puis c'est pas des avocats. Mais c'est des gens qui ont beaucoup à faire. Et donc ça c'est l'autre aspect, c'est qu'il y a un besoin, les gens ont besoin de ça, mais comme t'as dit toi-même, c'est pas facile de trouver un job où on est payé pour faire ça, quoi. Bon, et pour terminer, est-ce qu'il y aurait des projets d'avenir qui pourraient conclure plus positivement ce podcast? Maintenant, on commence à se poser la question comment on aide les gens en dehors de ça aussi. Après, avant, ce qu'on utilise comme outil, donc que ce soit la créativité ou le corps, ou le soin et tout ça, c'est des choses dont tout le monde a besoin toute sa vie, en fait. C'est pas un truc, c'est pas juste un traitement en cas de crise, en fait. Ils viennent à l'éveil, ils découvrent tout ça, ça change leur vie, et puis après, ils sont censés arrêter, et puis, c'est pas facile d'avoir une discipline artistique si on n'est pas dans un groupe où on n'est pas obligé. C'est là que les communautés sont importantes. Il y a aussi plein de gens, notamment ceux qui souffrent de toxicomanie aujourd'hui, qui peuvent pas rentrer dans les mesures. Est-ce qu'on pourrait pas aussi proposer des activités à ces gens-là, tu vois, un peu avant, puis comme ça ils commencent à pratiquer, puis peut-être ça les aide à commencer à aller mieux, puis une fois qu'ils sont prêts, ils commencent la mesure. Et pour finir, il me semble que, en plus de tout ce que vous avez présenté, il y a quelques espaces auxquels nous pouvons toutes et toutes accéder. On a un restaurant qui s'appelle La Station, qui est au Maupas, bistronomique, un peu jeune, avec du vin nature, enfin, des super produits et tout ça. Mais la journée, on vient de faire ça en octobre, on l'a changé, on appelle ça la cantine maintenant. C'est ouvert au public, mais c'est aussi ouvert à nos participants. Il y a un plat unique, végétarien, mais de bonne nourriture à midi, et l'idée c'est de faire un lieu social et solidaire, ouvert à tout le monde. On va y organiser, je crois que ça va commencer bientôt, mais aussi des ateliers pour nos participants, par exemple de philosophie, de lecture de texte, mais auxquels des gens qui seraient intéressés pourraient aussi venir partager. Si vous avez apprécié le récit d'Oran, que vous êtes vous-même en train de chercher votre voie, que vous connaissez une personne dans cette situation ou que vous voulez tout simplement partager sur le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter le site internet ou l'Instagram de l'éveil, mais aussi celui de la station, que vous trouverez en description. Si vous avez apprécié la lecture de Anne-Sophie Fournier-Gaillard, je vous invite aussi à regarder son site internet pour découvrir ses nombreuses qualités artistiques. Et enfin, si vous avez apprécié l'extrait que vous avez entendu ou le projet de manière générale, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site internet, mon Instagram ou mon Facebook, ou même qui sait, vous procurer un livre en ligne ou en librairie. Sur ce, je vous dis à très vite pour une discussion avec 3 membres du groupe de partage lausannois, les hypersensibles.